Joël de Ronet, qui est scientifique, prospectiviste, auteur d'un livre passionnant que je vous recommande, Je cherche à comprendre, conseiller aussi du président d'Univers Science. Dans ce qu'on peut imaginer de la ville de demain, il y a cette idée aussi peut-être de se réattribuer, d'être cyber-citoyen au sein de la Smart City. C'est un peu ça aussi. Absolument. Vous avez dit tout à l'heure en me présentant que j'étais prospectiviste, mais je suis surtout un technologue humaniste. Je m'intéresse à l'homme et donc la ville hyper-connectée du futur, ce sera pour moi une ville humaine, c'est-à-dire une ville qui fait la place de l'interaction humaine. Et donc en trois expressions, je vais vous baliser les tendances que je vois dans la ville du futur. On y reviendra peut-être plus en détail dans la discussion et dans le débat. Il y a trois expressions que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Le premier, c'est la ville cliquable. La seconde, c'est la cybergouvernance citoyenne. Et le troisième, c'est la démocratie énergétique participative. J'explique. Premièrement, la ville cliquable, pour moi, c'est la transposition de la domotique à l'urbatique, c'est-à-dire une ville sur laquelle on peut interagir. Elle est cliquable parce qu'elle est dotée de sens, de puces RFID, de QR codes sur les affiches, dans les bâtiments, dans les murs, dans les rues. Il y a des sens, la ville a des sens. Et je peux cliquer dans cette ville avec une télécommande universelle qui s'appelle le smartphone. Avec le smartphone qui devient une télécommande universelle, je peux cliquer quelque part et recevoir une information en retour. Par exemple, les notaires ont une appli qu'on peut télécharger sur son ordinateur. Vous baladez avenue de l'Opéra, vous regardez les premiers étages des bâtiments et vous recevez sur votre smartphone le prix au mètre carré des bâtiments et des bureaux et des appartements. Premièrement, la ville cliquable. Deuxièmement, ce que j'ai appelé la cybergouvernance citoyenne. C'est un grand mot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le numérique, les réseaux sociaux, avec tout ce qui existe aujourd'hui dans le cybermonde que nous connaissons bien, les citoyens pourront participer à l'administration de la ville, à la cogestion de la ville, c'est-à-dire intervenir avec les mairies pour pouvoir, ce qui est déjà le cas dans beaucoup d'expériences faites dans des villes, des grandes villes comme Paris et dans des villes de province. Et enfin, ce que j'ai appelé la démocratie énergétique participative, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie énergétique. On reçoit notre énergie de systèmes pyramidaux, qui s'appelle l'énergie nucléaire ou les énergies fossiles, et on n'y peut rien. On ne peut que payer au compteur ou bien payer à la pompe. Or, aujourd'hui, avec ce que les architectes nous construisent dans les villes, c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive, où les bâtiments vont fabriquer, commencent déjà, il y a des bureaux qui sont faits par des très grandes entreprises, fabriquent plus d'énergie qu'ils en consomment. Les bâtiments à énergie positive, plus ce qu'on appelle la smart grid, c'est-à-dire une grille de distribution d'électricité intelligente. À ce moment-là, les gens vont pouvoir commencer à se vendre de l'électricité entre eux. Je ferai remarquer que personne ne l'a vu, mais le 26 juillet, EDF a donné l'autorisation aux Français de se vendre de l'électricité entre eux. C'est passé pratiquement inaperçu. Et je peux vous ajouter qu'à Brooklyn, déjà à Brooklyn, les gens se vendent de l'électricité entre eux par la smart grid et grâce à ce qu'on appelle la blockchain. Je m'excuse d'être si technique, mais les futurologues doivent un peu parler aussi de ce qui va nous tomber dessus. La blockchain, c'est l'élimination des intermédiaires. Donc on court-circuite les systèmes de distribution pyramidaux. C'est ce que j'appelle la démocratie énergétique participative. Alors, il y a deux enjeux, Joël de Ronet, sur cette ville de demain, bien entendu, et la métropole du Grand Paris y est confrontée, évidemment, c'est transport et immobilier. En réalité, c'est là que se joue l'intégration aussi de cette ville gigantesque, ou de cette Exactement, ce que l'on pourrait appeler, pour aller dans votre direction, la transmobilité durable. Pas seulement la mobilité, mais la transmobilité, parce que les gens vont sauter d'un système à un autre, de la voiture électrique en location à des Vélib, en passant par des cars autonomes, des voitures, des bus autonomes. Donc on va vers la voiture autonome, mais il faut bien penser que la voiture robotique et l'intelligence artificielle sont impensables sans une route intelligente. Nous recevons des signaux 30 à l'heure tournés à droite, mais la voiture doit recevoir des signaux numériques en permanence. Et de plus en plus, on va vers une voiture qui est à la fois hybride, mais pas au sens moteur, hybride, intelligence artificielle et humain. Toyota, par exemple, développe une voiture qui est autonome, robotique, mais si je fais des gestes, non, 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 prenez à droite, allez chez ma mère, j'ai oublié son anniversaire. Et il connaît l'adresse de ma mère et il y va. Donc on intervient dessus. Ensuite, dans la ville du futur... Ça veut dire l'homme ne disparaît pas, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà. Au-delà du numérique, retour à l'humain.
Et donc, je pense que la voiture électrique, et surtout la voiture à hydrogène, à pile à combustible, autonomes, vont être des révolutions dans la ville de demain, parce que ce sont des éléments propres qui peuvent être intégrés par le numérique. Alors je reviens à ma télécommande universelle, qui est le smartphone. Aujourd'hui, il y a des voitures qui sont capables de réagir à un smartphone, bien entendu. C'est-à-dire, si elle est coincée, par exemple, dans un parking entre deux voitures, je prends mon smartphone, je l'appelle, elle avance, et je peux ouvrir les portes. Donc déjà, plusieurs marques le proposent. Donc, mobilité, transmobilité durable pour la ville du futur, intégration numérique et télécommande des objets mobiles, mais aussi régulation du trafic. Ça va vous étonner, Martial, mais déjà, on pense à des feux de croisement. Il y a déjà des villes internationales qui l'expérimentent, qui sont plus synchronisées. Ils ne sont pas synchronisés rouge, vert, tel temps. Ils sont synchronisés en fonction de l'information globale que les caméras reçoivent et du mode de vie des gens, du mode de déplacement en fonction de l'heure du déjeuner, des bureaux, etc. Et donc, je ne vais pas dire que c'est anarchique, les feux rouges, mais ils sont adaptables complètement à la circulation et deviennent intelligents comme les voitures intelligentes. Donc tout ceci, c'est entre les mains de l'intelligence artificielle. Oui. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup à deux choses, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, dans la ville du futur, c'est le big data et la vie privée. Parce que tout ce que je viens de dire, la possibilité de cliquer pour choisir des choses dans l'environnement, ça reste quelque part. Oui. Donc le big data et la vie privée, c'est une première chose. Et l'intelligence artificielle qui risque de prendre non seulement le travail des cols bleus, c'est déjà fait, les robots assemblent les voitures, le travail des cols blancs. Notaires, avocats, médecins, professeurs, consultants, on y va direct. Moi, j'ai une petite explication pour essayer de l'éviter dans mon dernier livre que vous avez Absolument. On va y revenir parce que ça, je trouve ça passionnant. Vous avez cette expression dans le livre que vous préférez l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle. C'est assez bien trouvé. Et on en parlera évidemment parce que ça se prête aussi à l'architecture que peut dessiner une ville de demain. C'est pas que je préfère l'intelligence, j'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle, comme on le voit en ce moment dans un certain pays outre-Atlantique. Ça me fait beaucoup plus peur que l'intelligence artificielle. Le métier de l'immobilier doit changer. Je me permets de le dire, d'avoir des grands experts de l'immobilier dans cette salle. Votre métier doit changer. Pourquoi? Parce que dans l'écosystème numérique dans lequel nous sommes rentrés, il y a des gens qui parlent encore d'Internet. Vous vous rappelez, Internet, c'est un vieux truc. Internet, c'est intégré dans un écosystème numérique dans lequel nous sommes connectés en permanence. Donc votre métier doit changer. Pourquoi? Parce qu'il ne doit plus se fonder sur la marge, mais sur la rente. Votre métier est un métier de marge. Pour beaucoup d'entre vous, vous faites construire à tel prix, vous vendez au prix, vous faites construire à 100, vous vendez à 10 000. Tant mieux pour vous. Et vous faites une marge. Or, le business du futur, c'est la rente. C'est-à-dire d'avoir des gens qui payent tout le temps. Pendant toute la durée de la famille, pendant toute la durée de la maison. Qu'est-ce qu'ils payent? Prenons l'exemple de Google. Google vend des maisons. Google est dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait construire des maisons à 150 000 $, de très très bonne qualité, qui devraient être vendues 500 000 ou 600 000 $. Il les vend à 150 000 $. Mais qu'est-ce qu'il vend avec? Il vend l'abonnement au Google Cloud, c'est-à-dire à toute l'électronique de la domotique de la maison et de la télécommande de la maison à distance. L'éducation des enfants avec les MOOC, le suivi des personnes âgées dans la maison, au cas où ils tombent et qu'ils se font mal, la sécurité de la maison par rapport aux autres maisons, tout ceci, ça coûte. Et surtout, ils payent en permanence pendant toute la durée des familles de cette maison et de la maison elle-même. Donc Google touche une rente, pas très élevée, mais de milliers, centaines de milliers de personnes qui finissent par faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc je vous le dis ici, sincèrement, devant tous les experts immobiliers réunis, le business du futur dans l'écosystème numérique, ce n'est pas la marge, c'est la rente. Joël de René, on va se replonger un petit peu là, de nouveau sur cette ville de demain parce qu'on voit les atouts, on voit les enjeux. Il y a évidemment aussi une part de risque à prendre en considération. Évidemment, il y a une autre dimension, une dernière dimension à prendre en compte dans toutes nos discussions sur la Smart City, la ville du futur, c'est la dimension des risques. J'ai déjà rapidement parlé du big data, la possibilité de stocker des quantités d'informations sur ce que les gens font en cliquant dans la ville ou en se déplaçant dans la ville, même puisqu'ils sont repérés par GPS, etc. Il y a ça. Mais il y en a deux autres que je voudrais signaler ici, qui sont très graves, il faut y réfléchir. Un, c'est la puissance des monopoles du numérique qui sont devenus des véritables entreprises États. Nous sommes des États-nations, mais les GAFAMA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, et même j'ajouterai Natu, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, sont devenus de véritables entreprises États. Ils ont le cash et la capitalisation boursière de pays.
GAFA pourrait racheter, il a le cash de racheter l'industrie automobile française ou Air France demain matin. Donc, il y a le risque de les monopoles numériques. Comment on peut lutter contre eux? Je vais proposer une solution. Et le second risque énorme, c'est le hacking de notre rôle de cliquer dans la ville par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut nous hacker, nous. Oui. C'est-à-dire prendre notre rôle et nous remplacer, on ne sait pas dans quelle direction. Donc l'intelligence artificielle et les monopoles du numérique, il va falloir vraiment qu'on y réfléchisse sur un plan technique et sur un plan éthique. Donc la solution que je propose éventuellement pour faire contrepoids à ces monopoles du numérique, c'est ce que j'appelle d'un terme un peu politico-scientifique ou technocratique, c'est la co-régulation citoyenne participative. Alors. Ce que j'entends par la co-régulation citoyenne participative, c'est que les gens connectés dans les réseaux sociaux, qui ont encore pour le moment un sentiment diffus de leur pouvoir, mais qui s'exercent de plus en plus et qui est en train de monter de plus en plus, parce qu'ils ont appris le cyberboycott, ils ont appris à utiliser FaceTime, WhatsApp, Twitter, Facebook, pour interagir globalement. Et déjà, le fait de plein de gens qui interagissent sur Twitter pour protester contre une entreprise parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien ou de pas conforme aux règles et à l'éthique habituelle, ça a du poids. Donc je pense qu'un des moyens, pas la solution, d'opposer disons, une résistance à ces monopoles numériques des entreprises-États, c'est la co-régulation citoyenne participative. Et ça s'organise pas seulement avec la technique, mais aussi avec des valeurs. Merci. Joël de René, pour conclure, si on regarde à l'échelle mondiale, finalement, toutes ces grandes cités, smart cities, qui sont en gestation ou qui sont pour certaines déjà sorties de terre, on est face à une mondialisation de ces grandes cités, de ces cités qui sont presque des États dans l'État au final. C'est ça qui nous attend? Oui, vous l'avez dit au début, 80% de l'humanité vivra dans des villes, 80% de l'humanité en 2030 déjà. Mais ce que je voudrais, c'est conclure sur une phrase qui me tient à cœur. Cette phrase essaye de répondre un peu à la crainte que j'ai mentionnée tout à l'heure sur l'intelligence artificielle qui va nous hacker dans nos vies, sur le big data, sur tous les risques de ces entreprises-États. C'est un peu l'idée du retour à l'humain par le fait que ces systèmes-là peuvent nous aider à développer dans notre cerveau des cases qui aujourd'hui sont inhibées par l'égoïsme, la concurrence, la compétition, le nez sur le guidon, et qui s'appellent la générosité, la solidarité, le partage, la fraternité, l'amour, le respect des diversités. Or, pour résumer en une phrase ce que je viens de dire grâce à l'intelligence artificielle et aux robots, au boulot les robots, la vie aux humains. Merci beaucoup, Joël de René. Merci aussi, Patrick Ollier. Et merci, Marc Toiti, pour votre participation à tous les trois. C'était passionnant. Je vous souhaite une très bonne soirée.